En début d'après-midi, sous un beau soleil, les passagers embarquent sur un Boeing 737-200 de la compagnie Aloha Airlines. L'appareil effectue le trajet Hilo-Honolulu, au cœur du Pacifique, ce qui est un vol très court pour un 737. Il porte l'indicatif AQ243. Sa construction date de 1969 et comptabilise 36 000 heures de vol, ce qui n'est pas tant que ça. Un appareil de ce type peut aisément dépasser les 100 000 heures. Cependant, à raison de 90 000 cycles effectués, la moyenne d'un vol se rapporte à 24 minutes. Des vols aussi courts sont facteurs de fatigue des cellules. Ce vol compte 90 passagers et 5 membres d'équipage. Le commandant est nouveau à ce poste, et la copilote qui l'accompagne totalise 8000 heures de vol dans la compagnie. La météo est excellente, et le 737 décolle sans encombre à 13h25 heure locale, pour un vol d'à peine une demi-heure. La copilote est PF, tandis que le commandant est PNF. À 13h43, l'appareil atteint le niveau de vol 240, son altitude de croisière. Le pilote automatique n'est pas activé, et les passagers ont encore leur ceinture à ce moment du vol. Tout à coup, à l'avant de la cabine passager, un craquement sourd se fait entendre. La pression chute soudainement, provoquant des douleurs au tympan des passagers. Le bruit s'accentue de plus en plus. Une passagère constate avec effroi le hublot se fissurer à côté d'elle. L'hôtesse, debout à ce moment-là, se précipite vers le cockpit pour prévenir les pilotes. Mais la fissure parcourt le plafond sur sa largeur, laissant apparaître le bleu azur du ciel. Les cris des passagers sont couverts par le sifflement intense de l'air qui traverse la carlingue. Subitement, l'entièreté du plafond de la première classe se déchire de droite à gauche sur une longueur de 6 mètres. L'hôtesse, encore debout jusque-là, tente de s'agripper au siège pour résister à la terrible aspiration de l'air. Comme si l'appareil explosait, toute la partie du fuselage est fissurée et projetée violemment hors de l'appareil. Un trou béant laisse complètement les passagers de la première à l'air libre, étouffés par la violence de l'air à plus de 850 km/h. Malgré des mains désespérées qui se tendent vers elle pour la retenir, l'hôtesse se fait brusquement aspirer hors de l'appareil, dans un cri déjà lointain. Sa chute de 8000 mètres dans le Pacifique lui sera fatale. Toujours dans la cabine, le vent emporte des débris métalliques qui frappent les passagers au visage. L'air se raréfie et la température chute à moins 40 degrés. La copilote, alors aux commandes, jette un regard furtif derrière elle et voit avec épouvante la partie du fuselage manquante. Les pilotes ont alors le bon réflexe de se saisir de leur masque à oxygène. Leur vie dépend de celle des passagers. À 24 000 pieds, l'air est rare, et il ne suffit que de quelques minutes pour mourir d'asphyxie. Les pilotes entament donc une descente accélérée vers un niveau de vol respirable, en dessous des 10 000 pieds. Une difficulté s'ajoute aux pilotes. À cause du vacarme provoqué par le vent, ils ne peuvent même pas s'entendre. Ils communiquent tant bien que mal par des signes. Ils appliquent la procédure de descente d'urgence. Baisse des gaz, sortie des aérofreins et piqué à 300 nœuds. Pendant plus de 3 minutes, les passagers et particulièrement ceux de l'avant privés de masque souffrent du manque d'oxygène, de la basse température, de la violence du vent et des débris projetés. Certains perdent connaissance. Entre-temps, le commandant a pris les commandes et la copilote signale l'appareil en détresse en affichant le code 7700 sur le transpondeur et tente de joindre le contrôle de Maui. Elle est obligée d'hurler pour se faire entendre. Maui, ici Aloha 243, est-ce que vous me recevez? Avion appelant la tour de Maui, répétez votre message. La tour de Maui, ici Aloha 243, c'est une emergency. Nous avons une dépressurisation rapide. Nous descendons en urgence. Nous sommes en train de passer 13 000 pieds. Ne semblant pas réellement saisir la gravité de la situation, le contrôleur essaie pendant de longues secondes d'obtenir l'indicatif précis du vol l'appelant. Pourtant, s'il regardait son écran, il verrait le transpondeur de l'avion branché sur 7700 et mesurerait les priorités. Aloha
Loi 243, quelle est votre position? Nous sommes à l'est du point Makena. Nous approchons 11 000 pieds. Nous demandons un atterrissage d'urgence à Maui et des secours au bord de la piste. Après 10 longues secondes d'hésitation, le contrôleur répond. Ok, les secours sont sur le terrain. Enfin, ils sont en route. Le contrôleur signale bien l'urgence aux pompiers de l'aéroport, mais ceux-ci ne se positionneront pas sur le bord de la piste, n'en voyant pas l'utilité. Décision incompréhensible, car c'est pourtant la procédure internationale à appliquer. À bord de l'avion, qui a désormais atteint 10 000 pieds et qui a cessé son infernal piqué, la situation s'améliore. L'air devient respirable, la température remonte. La vitesse se stabilise progressivement à 200 nœuds. Il est maintenant 13h50, soit 5 minutes après l'arrachage du toit. Le taux de descente de l'appareil diminue à 1000 pieds par minute, et la tenue des commandes est difficile pour les pilotes. Les dégâts structurels ont modifié le comportement aérodynamique de l'appareil. N'attachant toujours pas l'importance qu'il devrait avoir pour le vol 243, le contrôleur de Maui redemande l'indicatif du vol, agaçant considérablement la copilote. En plus de cela, le contrôleur demande un changement de fréquence, comme si de rien n'était. Grave erreur en réalité, car en cas d'urgence, tout doit être fait pour faciliter l'équipage, ce que ne fait pas le contrôleur en leur ajoutant une charge de travail supplémentaire. La communication dans le cockpit est toujours difficile, et celle avec le reste de l'appareil est quant à elle impossible. Des câbles électriques ont été arrachés, en même temps que le toit. Au fil de la descente et de la diminution de la vitesse, l'appareil devient de plus en plus instable et est pris de violentes turbulences provoquées par l'énorme ouverture dans le fuselage. Les gouvernes semblent inversées dans le manche des pilotes. Il est 15h54, l'appareil a entamé son approche sur la piste 02 de Maui, et il lui reste 4 minutes de vol avant de l'atteindre. C'est alors que les pilotes décident de sortir les trains d'atterrissage. Sauf que seulement 2 lampes sur 3 ne s'allument, ce qui signifie que l'appareil n'a pas détecté l'ouverture de la roulette de nez, indispensable pour un atterrissage en toute sécurité. Les pilotes décident d'atterrir quand même, quoi qu'il en coûte. Les pilotes remarquent que l'avion est plus stable avec des volets à seulement 5 degrés, ce qui pourtant n'est pas assez pour un atterrissage à vitesse réduite. Ils reconfigurent donc une nouvelle vitesse plus élevée, adaptée à des volets à 5 degrés. Après consultation du manuel et le calcul de la nouvelle vitesse en un temps record, la copilote déclare la vitesse de 152 nœuds. La vitesse est donc réduite, mais quand elle redescend en dessous des 170 nœuds, l'appareil tangue dangereusement. L'approche devra donc se faire à une vitesse trop élevée. Arrivé en finale, comme si ça ne suffisait pas, le moteur de gauche s'arrête brusquement. Après un rallumage d'urgence qui n'a pas fonctionné, le moteur droit est poussé par compensation. La vitesse est alors de 160 nœuds et la piste ne fait à peine plus de 2 km. À 13h59, les roues principales du B737 touchent en douceur la piste. En baissant avec la plus grande prudence le nez de l'appareil, le commandant constate avec soulagement que la roulette avant est bel et bien sortie et verrouillée. Il inverse la poussée du seul moteur droit qui lui reste, tandis que la copilote braque les aérofreins et met les volets à 40. À 13h59 et 22 secondes, le Boeing parcourt son dernier centimètre et s'immobilise, au grand soulagement des pilotes et des passagers encore sonnés. L'évacuation se fait dans la confusion. Les passagers de devant ont le visage ensanglanté, certains sont inconscients, d'autres gravement blessés, mais tous sont vivants. Le NTSB est en charge de l'enquête. L'âge certes avancé du Boeing ne pouvait expliquer la perte d'une partie du fuselage. Cependant, il n'a pas été difficile d'établir des facteurs permettant de comprendre un tel accident. D'abord, l'avion effectuait de très courtes distances à basse altitude, donc réalisait plus de cycles, accélérant ainsi sa fatigue structurelle. Celui de ce vol cumule le deuxième plus gros total de cycles. De plus, le Pacifique est un milieu chaud, humide et saturé en sel, propice au développement de la corrosion des cellules.
Le fuselage du 737 est constitué de tronçons semi-circulaires fixés les uns aux autres. Les tronçons se chevauchent entre eux sur quelques centimètres. Ils sont fixés par 3 rangées de rivets et ce chevauchement est normalement renforcé par une ceinture en aluminium. Sauf que sur le Boeing du vol 243, il n'y avait pas cette ceinture, car ce n'est qu'à partir du numéro de série 291 que les 737 en étaient dotés. Celui du Boeing 737 d'Aloha était le numéro 151. Cette méthode n'avait pas été mise à jour sur celui-ci pour des raisons économiques et techniques. Avant le vol de la catastrophe, une fracture avait commencé à se former près de la porte. Et même, fait incroyable, une passagère l'avait remarqué en montant à bord, sans la signaler, par peur d'être ridicule. Pour comprendre maintenant comment le toit s'est arraché, il faut s'attarder sur les cycles de pressurisation. Lors d'un cycle de compression-décompression, l'effort qui s'exerce sur la circonférence du fuselage est 2 fois plus important que l'effort s'exerçant sur la longueur du fuselage. Or, les fissures se propagent de manière perpendiculaire aux contraintes soumises. C'est pourquoi, lors de la pressurisation de l'appareil en prenant de l'altitude, les fissures se sont étendues sur la largeur, soit au niveau du plancher de chaque côté, en partant du début d'un tronçon jusqu'à sa fin. Les fissures longitudinales se rejoignant de chaque côté du tronçon, ainsi que l'usure des joints amenant à la corrosion du métal à l'emplacement du chevauchement couplé au non-renforcement de celui-ci, expliquent alors la décompression explosive qui fut suivie de l'arrachage du toit. La responsabilité de l'accident n'est pas à incomber au temps humide et salé, mais revient bien évidemment à la compagnie dont l'entretien de ces appareils se révéla déplorable. En temps normal, une seule inspection aurait suffi à clouer l'appareil au sol et à éviter un tel accident. Les pilotes ont su gérer une situation extrêmement périlleuse, imprévisible et quasiment désespérée. Ils ont adopté les bons réflexes, suivi les bonnes procédures, établi une communication saine et efficace, et maîtrisé l'appareil en préservant les passagers. Une action à saluer tout particulièrement quand on connaît l'incrimination portée contre eux lorsqu'un accident les concerne, ou bien quand ils ne sont plus là pour se défendre. Ils ont su garder leur calme face à un contrôleur dont on ne peut aucunement faire le même constat. Le rapport final du NTSB met en cause la compagnie Aloha Airlines pour manquement aux procédures d'inspection et d'entretien. La FAA est également pointée du doigt pour son incapacité à faire rigoureusement appliquer aux compagnies les recommandations émises par le constructeur. Suite à l'accident, 2 autres appareils sont jetés à la ferraille car présentant des fissures similaires au Boeing du 243. De nouvelles techniques de détection ont été développées par la suite, comme celui d'un scanner automatisé, plus précis, plus rapide et plus pratique. Une seule victime, bien qu'une de trop quand même, n'est à déplorer. C'est pour cela qu'on peut parler d'un véritable miracle, que l'appareil le plus abîmé de l'histoire de l'aviation ait réussi à se poser en ramenant en vie la quasi-intégralité de ses occupants.